ORTM, Office de radio-télévision du Mali, il est 13h à Banco et à Beleko dans les Baninko, même heure ici à Bamako. Le journal, Seydou Fomba. Bonjour. C'est parti depuis hier pour la rencontre de haut niveau du comité de plaidoyer et de suivi des réformes électorales. Elle vise à renforcer le dialogue entre les acteurs politiques et la société civile par rapport à l'avant-projet de la nouvelle constitution et sert en même temps de cadre pour les sceptiques pour se faire entendre. Que faire pour accompagner les leaders religieux et coutumiers pour qu'ils contribuent de façon notoire à éliminer les conditions qui favorisent la radicalisation et l'extrémisme violent? On tente de trouver une réponse à cette question à ce goût à la faveur d'un atelier de vulgarisation et de sensibilisation. Sport au menu du football. Entre autres, nous nous intéresserons à la 23e Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans qui démarre demain en Égypte et à l'Europa League. Enfin, chronique du développement, la souveraineté alimentaire, c'est le sujet retenu ce vendredi par Soumela Berti. Auditrices, auditeurs, bienvenue. Démarrage hier de la rencontre de haut niveau du comité de plaidoyer et de suivi des réformes électorales. Cette rencontre vise à renforcer le dialogue entre les acteurs politiques et les membres de la société civile par rapport à l'avant-projet de la nouvelle constitution. Une opportunité en même temps pour les sceptiques pour se faire entendre. La démarche semble importante puisqu'elle doit permettre une harmonisation des positions avant la tenue du référendum. La rencontre est soutenue par l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite. Reportage Mamadou Fane. La réflexion et des échanges sur l'avant-projet de la nouvelle constitution et la tenue du référendum au cœur du comité de plaidoyer et de suivi des réformes électorales. Cette rencontre de haut niveau a pour objectif de réfléchir sur l'opportunité de la tenue du référendum et de promouvoir le dialogue entre les acteurs politiques et ceux de la société civile en vue d'un consensus. Célia Dalmeida, représentante de l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite. Nous sommes convaincus que de cette rencontre, nous allons tirer des pistes parce que nous n'avons pas la prétention d'avoir des solutions toutes prêtes à proposer, mais déjà de mettre les différents acteurs ensemble et de les obliger à se parler est déjà un point positif. Gakou Salimata Fofana, présidente du comité de plaidoyer et de suivi des réformes électorales. Aujourd'hui, une opportunité inespérée s'offre à nous pour un nouveau et un bon départ pour notre Maliba. Et pour rendre ce Maliba plus fort, plus résistant, plus résilient. Un Mali émergent, un Mali prospère, un Mali puissant. En ce sens, nous sommes inexorablement liés et surtout naturellement dépendants des uns et des autres. Il est attendu de cette rencontre un débat franc avec des arguments objectifs sur la nécessité de la tenue du référendum. Comment accompagner les leaders religieux et coutumiers afin qu'ils jouent pleinement leur partition dans l'élimination des conditions propices à la radicalisation et à l'extrémisme violent par le renforcement de la cohésion sociale? C'est à cette question que tentent de répondre les acteurs de la cohésion de la région de Ségou. C'est à travers un atelier de vulgarisation et de sensibilisation sur la politique nationale de prévention et la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme qui est organisé par le ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes en partenariat avec l'ONG Search for Common Ground, en français Recherche du terrain d'entente. Reportage Fousseni Samake. Cette rencontre vise à impliquer les leaders religieux et coutumiers dans l'élaboration et la diffusion des messages pour lutter contre les discours en lien avec l'extrémisme violent et le terrorisme. Cela à travers la sensibilisation et la formation des communautés à risque sur les enjeux de la radicalisation, de l'extrémisme violent et du terrorisme. Dr Daniel Tera, représentant du secrétariat permanent de la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. La politique est constituée autour de 5 piliers.
Le premier pilier, c'est la prévention. Le second, la protection. Le troisième, la poursuite, la réponse et enfin la cohésion sociale. Tahirou Dounda, directeur pays de Search for Common Ground au Mali. Les dangers liés à l'extrémisme violent se sont multipliés ces dernières années et sont de plus en plus présents au niveau local, régional, national et international. Pour y faire face, nous devons donc travailler ensemble en tenant compte des caractères transversaux et transfrontaliers. Ainsi, les leaders religieux, coutumiers, jeunes, femmes et représentants des organisations de la société civile seront mieux outillés sur la paix et la cohésion sociale. Dr Mamadou Koné, ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. Nous sommes en train de fournir pas mal d'efforts, mais si nous ne les vulgarisons pas, si nous ne les mettons pas en clair et en lumière, la population ne peut pas sentir ce que nous sommes en train de faire. Notons que cette initiative s'inscrit dans la politique nationale de la recherche de la cohésion sociale au Mali. Ségou Fousseini Samake et Kramo Traoré pour l'ORTM. Environ 7 milliards de francs CFA, c'est le budget 2023 de l'Agence nationale de l'aviation civile ANAC. En termes d'activité, l'ANAC prévoit, entre autres, de renforcer les niveaux de sécurité et de sûreté donc de l'aéroport international Modibo Keïta et de faire du transport aérien un moyen de désenclavement et un facteur de développement économique et social. L'annonce a été faite hier par le responsable de l'agence à l'ouverture de la 32e session ordinaire de son conseil d'administration, un conseil suivi par Maïmouna Doumbia. Cette 32e session du conseil d'administration de l'Agence nationale de l'aviation civile est consacrée à l'examen du budget prévisionnel 2023. Les administrateurs feront également le bilan des activités au titre de 2022. Touré, Assiansima, PCA, ANAC Mali. Pour ce qui concerne l'exécution du budget 2022 au 30 septembre, en recette, les émissions se chiffrent à 3 878 503 035 francs CFA, soit un taux de réalisation de 54,46%. Le montant des recouvrements s'élève à 3 105 978 291 francs CFA, soit un taux de 80,08%. Comparativement à l'année 2021 sur la même période, cela représente une variation positive de 480 137 988 francs CFA pour les émissions et une hausse de 443 968 502 francs CFA pour les recouvrements. Au cours de la présente session, il sera également question de l'examen et l'approbation du programme d'activité de l'année en cours ainsi que de la politique de l'aviation civile. Colonel Drissa Kone, directeur général ANAC Mali. Ce budget est fixé pour pouvoir obtenir certains objectifs qui sont fixés par la politique de l'aviation civile. Et ces objectifs sont notamment de garantir un niveau de sécurité et de sûreté conforme aux directives de l'OACI, qui est l'Organisation de l'aviation civile internationale, aussi de faire du transport aérien un vecteur essentiel de désenclavement et de développement économique. À en croire le directeur général de l'ANAC Mali, le programme annuel de supervision de la sûreté et de la sécurité couvrant l'ensemble des activités d'aviation civile a été exécuté de façon satisfaisante. Un reportage signé Maïmouna Doumbia. Actualité internationale à présent en Guinée, le Front national de défense de la Constitution FNDC avait appelé hier à manifester malgré l'interdiction de tout rassemblement par les autorités de la transition. Des échauffourées ont éclaté donc dans plusieurs quartiers de Conakry entre manifestants et forces de l'ordre et les autorités guinéennes ont réquisitionné l'armée pour ramener le calme. Au Sénégal, le procès pour diffamation de l'opposant Ousmane Sonko a été renvoyé au 16 mars 2023 à la demande de ses avocats. Ousmane Sonko faisait hier, jeudi, une nouvelle fois face à la justice sénégalaise. L'opposant et candidat à la prochaine présidentielle est poursuivi pour diffamation, injure publique, faux et usage de faux par le ministre du Tourisme. Ousmane Sonko avait publiquement accusé Mambay Niang d'avoir été épinglé dans un rapport de l'inspection générale d'État pour des détournements de fonds. En Tunisie, les journalistes dénoncent ce qu'ils appellent un climat
irrespirables. Ils ont à cet effet organisé hier une journée dénommée Journée de la colère face à ce qu'ils estiment être un recul de la liberté de la presse dans le pays. En cause, les conditions de travail difficiles sur le terrain et l'arrestation lundi dernier de Nourdine Boutar, le directeur général de Mosaïque FM, la radio la plus écoutée du pays. Rappelons que 10 autres personnalités, pour la plupart des opposants, ont également été arrêtés dans le pays. L'actualité sportive est dominée ce vendredi par le football avec d'abord la 23e Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans qui commence demain en Égypte et cela jusqu'au 12 mars 2023. Les équipes qui atteindront les demi-finales seront automatiquement qualifiées pour la Coupe du Monde de la catégorie. Nous nous rendrons en Europe. L'actualité là-bas, c'est aussi l'Europa League. Les matchs allés des barrages pour les huitièmes de finale se sont joués hier jeudi. Le résumé de l'actualité sportive, c'est avec Isaac Thiem. On commence par l'Europa League. Les matchs allés des barrages pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa se sont joués ce jeudi. Au terme d'une rencontre spectaculaire, les FC Barcelone et Manchester United n'ont pas pu se départager 2 buts partout, tandis que Sochaux de Donetsk a pris une option en battant Rennes par 2-1. À noter le succès sur le fil de Salzbourg face à l'AS Rome 1-0, alors que l'Ajax a été tenu en échec par l'Union Berlin. Autre résultat obtenu, Sporting et Midtjylland ont fait match nul 1 but partout. Séville a battu des PSV Eindhoven par 3-0. La Juve et Nantes se sont séparés sur le nul de 1 but partout. Monaco de Mohamed Camara a gagné par 3-2 face au Bayer Leverkusen. Rendez-vous dans une semaine pour les secondes manches. Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans. La 23e édition de la Coupe d'Afrique des moins de 23 ans commence demain en Égypte et sera jusqu'au 12 mars. Les équipes qui atteindront les demi-finales seront automatiquement qualifiées pour la Coupe du Monde des moins de 20 ans prévue en Indonésie. Le match d'ouverture est prévu dimanche entre l'Égypte et le Mozambique au stade international du Caire. Cette rencontre sera suivie du Sénégal-Nigeria. La CAN des moins de 20 ans est organisée depuis 1979 par la Confédération africaine de football et se tient tous les 2 ans. La première édition a été remportée par l'Algérie. Des 12 nations en lice, la formation du Soudan du Sud participera pour la première fois de son histoire à une phase finale. Les British Stars, qui rêvent de passer le premier tour, seront opposés dans le groupe B au Congo-Brazzaville, à l'Ouganda et à la Centrafrique. La rentrée en lice est prévue pour le lundi 20 février. Autre équipe à croiser les doigts, le Bénin. Les écuries juniors font leur retour après 10 années d'absence. Ce sera la 3e fois de l'histoire qu'ils vont disputer la compétition après 2005 à domicile et 2013 en Algérie. Il faudra évidemment jeter un œil sur le Sénégal, dont l'équipe A' s'est offert la finale du dernier CHAN face à l'Algérie. Les Lions juniors sont logés dans la poule A en compagnie de l'équipe de l'Égypte, pays hôte, du Nigeria et du Mozambique. Le Sénégal, 3 fois vice-championne d'Afrique 2015, 2017 et 2019, est en quête d'un premier titre continental lors de la CAN des moins de 20 ans. Les 12 équipes qui participent à cette 23e édition sont l'Égypte, le Sénégal, le Nigeria, le Mozambique, l'Ouganda, la République centrafricaine, le Soudan du Sud, le Congo, la Gambie, la Tunisie, le Bénin et la Zambie. On termine par le football féminin. La demi-finale du groupe B des barrages de la Coupe du Monde féminine 2023 opposant le Sénégal à Haïti aura lieu demain et samedi en Nouvelle-Zélande. Il sera 14h heure locale, mais seulement 1h du matin à Dakar. Pour suivre la partie, il faudra donc veiller tard dans la nuit et ce vendredi à samedi. L'adversaire de cette demi-finale sera donc Haïti, sélection modeste qui n'a, elle non plus jamais participé au mondial, mais qui devance tout le monde. Le Sénégal au classement FIFA est féminin, 56e contre 84e. En cas de qualification samedi, il faudra encore affronter le Chili en finale des barrages le 22 février. S'il se qualifie pour la phase finale, le Sénégal évoluera dans le groupe D du mondial contre l'Angleterre, championne d'Europe en titre, le Danemark et la Chine. Un résumé de l'actualité sportive signé Isaac Thiem. Chronique du développement. L'Afrique est à la recherche de sa souveraineté alimentaire. C'est le thème qui était au centre des travaux du sommet des dirigeants du continent qui s'est tenu en janvier dernier à Dakar. En chiffres, l'Afrique importe un tiers de la nourriture qu'elle consomme et pourtant elle détient 60% des terres arables non encore exploitées dans le monde. La présente question,
Qu'est-ce que la souveraineté alimentaire et quelles sont les pistes pour réduire la dépendance alimentaire de l'Afrique? La chronique du développement nous édifie, c'est une réalisation de Soumaïla Berté. Si à l'origine, le terme souveraineté confère des droits à une nation d'exercer sa volonté à travers ses représentants élus ou désignés, de nos jours, cette notion a évolué et a fait son apparition dans d'autres secteurs. Dans le domaine du développement rural, par exemple, elle apparaît sous le vocable de souveraineté alimentaire. Quelle définition peut-on donc donner à ce concept? Écoutez Modibo Maoumakalo, économiste. Souveraineté alimentaire, c'est un terme générique, mais qui englobe une définition plutôt holistique du développement rural. Ça comprend non seulement la promotion du développement rural, mais aussi comment on peut consacrer plus de ressources au développement rural, notamment à l'agriculture, et favoriser aussi l'accès à la terre, à l'eau, etc. Et aussi soutenir les personnes qui vivent dans les zones rurales pour promouvoir la production agricole, sylvo-pastorale, évidemment, l'agriculture avec un grand A. C'est un droit à l'alimentation. Comment satisfaire, comment s'assurer que les peuples aient droit à une alimentation saine dans leur pays. Comment assurer la souveraineté alimentaire en Afrique? Afin de répondre à cette problématique, les dirigeants du continent s'étaient réunis à Dakar du 25 au 27 janvier 2023 autour du thème « Nourrir l'Afrique, souveraineté alimentaire et résilience ». Objectif, mobiliser et mettre en cohérence les ressources, notamment financières. Le président Ruto du Kenya avait quand même bien précisé que c'est honteux de se réunir 60 ans après les indépendances pour savoir comment nous allons nous nourrir en Afrique. Mais aujourd'hui, plus que jamais, l'Afrique est en difficulté au niveau de sa souveraineté alimentaire parce que l'Afrique continue à importer un tiers de la nourriture qu'elle consomme, alors qu'elle possède 60% des terres arables non cultivées dans le monde. Elle possède l'eau, elle possède le soleil, elle possède les bras valides parce que nous avons la population la plus jeune des différents continents. Mais malgré tout cela, nous n'arrivons pas à nous nourrir 60 ans après les indépendances. Et c'est cela qui pose problème. De plus, en 2003, lors de la réunion de l'Union africaine des chefs d'État à Maputo, au Mozambique, il avait été décidé que 10% des budgets nationaux seront alloués au développement rural. À ce jour, moins de 20 pays africains sur 54 allouent 10% au secteur du développement rural. Nous avons un taux de croissance démographique le plus rapide au monde. À l'horizon 2050, la population de l'Afrique va doubler. En 2022, l'Afrique compte 1,4 milliard de personnes. Si nous avons cette population où l'âge médian est de 24 ans, si nous n'arrivons pas à nous nourrir, évidemment, la paix et la sécurité sont les préalables au développement, mais si vous avez le ventre vide, il est impossible pour vous même d'assurer votre propre sécurité. Le sommet sur la souveraineté alimentaire de Dakar a pris d'importantes décisions déclinées en plan d'action d'urgence, des mesures destinées à favoriser la mobilisation des ressources financières. Modibo Maoumakalo. Lors de ce sommet, il a été décidé de prendre des actions énergiques au niveau des politiques agricoles, mais aussi des politiques économiques et financières. Parce que l'accès au crédit, c'est une problématique au niveau du financement agricole. Si vous prenez les 8 pays qui ont en partage le franc CFA, est-ce que vous savez que moins de 3% des crédits bancaires dans les 8 pays qui ont en partage le franc CFA en Afrique de l'Ouest est consacré au développement rural? C'est un scandale. Nous avons 60% de nos populations qui vivent dans les zones rurales. Et ce sont ces populations rurales qui nourrissent les populations urbaines. Et si vous avez l'insécurité, vous avez le changement climatique, tout cela rend difficile les conditions dans lesquelles la production en milieu rural se fait. Donc ça mérite toute l'attention et la priorité de nos dirigeants pour vraiment mettre en œuvre un plan d'action d'urgence. Et je pense que c'est ce qui a été réitéré lors de ce sommet sur la souveraineté alimentaire, en quand même rassemblant tous les intervenants sous l'égide de la Banque africaine de développement, pour que les Africains puissent nourrir les Africains. Pour que les Africains nourrissent les Africains, en tous les cas, la Banque africaine de développement s'est engagée lors du sommet de Dakar à débloquer 10 milliards de dollars au cours des 5 prochaines années pour réduire la dépendance alimentaire de l'Afrique.
Prochain rendez-vous avec Soumaïla Berté, vendredi prochain pour un autre numéro. C'est tout pour ce journal. C'était une présentation de Seydou Fomba avec la complicité technique de Bintou Traoré, mise en ligne, Sekou Traoré, coordination, Brahma Traoré, l'infatigable, réalisation dossier Baba Traoré. Non, lui, il est donc au Diara. Merci de nous avoir suivis. Pour ce rendez-vous avec l'actualité, 19h30, au revoir.